sommes de retour dans cette édition du 11 janvier 2024. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et désormais, il est l'heure d'ouvrir notre page macro avec notre invité Alexandre Baradez. Bonjour Alexandre. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Merci Alexandre d'être avec nous ce matin. Je vous présente Avec mes plaisir. meilleurs vœux pour 2024. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alexandre, vous êtes Chief Market Analyst chez IG et on va en préambule ouvrir votre intervention par l'information qui a été publiée cette nuit, largement attendue par les spécialistes du secteur, des cryptos, c'est l'acceptation par la SEC, le gendarme boursier américain, de la commercialisation de 11 dossiers d'ETF labellisés en crypto spot. Ça veut dire que ce sera de l'achat physique. Les Américains pourront détenir physiquement des cryptos. Alexandre, j'ai deux questions. Quel va être l'impact de cette mesure et pourquoi, si l'impact est si important que ça, ce matin, le Bitcoin ne prend prend à peine 1%? Parce que c'est une décision qui était tellement attendue, qui était tellement surveillée par les marchés, qu'elle a aussi été très largement anticipée. Ça fait des mois que l'on surveille les moindres gestes de la SEC. Les mouvements avaient été clairement catalysés à la hausse sur le Bitcoin après la décision de justice qui avait retoqué finalement la position de la SEC par rapport à Grayscale et par rapport à sa demande. Donc on avait senti que si effectivement la SEC ne faisait pas appel à cette décision, c'est que il y avait peut-être une volonté d'aller vers quelque chose qui ressemblerait donc à une validation. Donc ça fait quand même quelques mois désormais que le marché price ça. Et si on doit récapituler en quelques secondes le dernier mouvement, en gros, il était parti, si vous vous souvenez bien, de 25 000 $. Il ne se passait pas grand-chose encore à l'automne. Et puis, début octobre, il y a eu pas mal de choses qui se sont succédées. La première, ça avait été l'avènement malheureusement des événements au Proche-Orient le 7 octobre. Et tout de suite, on avait vu le Bitcoin, comme l'or d'ailleurs, rallier à la hausse comme valeur refuge. Ensuite, vous avez eu la question de la détente des taux américains et du dollar qui a aussi boosté les indices à la hausse et le Bitcoin. Et puis, le troisième gros moteur, c'est ce dont nous parlons actuellement, c'est-à-dire les attentes autour de ces validations d'ETF, parce que elles sont pourvoyeuses, ces attentes étaient pourvoyeuses et ces ETF sont pourvoyeurs de flux. Il y a des calculs qu'on essaie d'estimer à peu près sur ça. Les calculs, c'est quelques dizaines de milliards qui rentreraient potentiellement donc, sur ces véhicules ETF via par exemple des plans d'épargne américains. L'idée, c'est de dire que voilà, les Américains qui regroupent leurs actifs dans des fameux plans d'épargne 401K, que ce soit que ce soit chez Fidelity ou d'autres mastodontes de la gestion d'épargne et gestion retraite aux États-Unis, eh bien, on pourrait désormais mettre de manière simple un ETF Bitcoin à côté d'un ETF S&P 500, à côté d'un ETF Nasdaq. Et pour les Américains, c'est une forme de simplification finalement de leur flux d'épargne. Donc voilà, le marché a pricé ça. Alors, pourquoi ça ne bouge pas ce matin au niveau du Bitcoin? Parce que justement, c'est tellement pricé qu'il y a un petit peu le risque, je ne sais pas s'il va se matérialiser fortement, mais c'est un peu le risque assez classique fonctionnement des marchés. Quand vous attendez beaucoup quelque chose, que le marché anticipe énormément et que ça arrive, vous avez un phénomène soit de latéralisation, soit un peu de sell the news, c'est-à-dire qu'on prend un peu les gains par rapport à ça, justement en attendant de voir les premiers éléments d'information par rapport à ça, les premiers éléments de flux. Et ça, on peut le mesurer. Quand vous avez des ETF aujourd'hui, vous savez quels sont les encours sur l'ETF. Donc, on verra d'ici quelques semaines, quels sont ces encours sur chaque ETF, les 11 ETF dont vous avez parlé, quels sont les encours là-dessus, est-ce que ça décolle, est-ce que ça décolle pas. Voilà, on va chercher après les premiers repères. Et puis, sans faire trop long, il y a un deuxième thème aussi qui, je pense, est surveillé sur le Bitcoin, parce que ça a été un des moteurs à la fois de la baisse à un moment donné et puis de la hausse ensuite, ce sont les taux. Et vous en avez parlé avec vos invités précédents, vous avez un gros rendez-vous cet après-midi, c'est l'inflation américaine. Et évidemment que si l'inflation est un peu résiliente et que les taux restent là où ils sont, parce qu'ils sont un peu redressés, les taux américains, depuis déjà quelques semaines maintenant, si des chiffres d'inflation sont assez résilients et que les taux peinent à se redétendre un petit peu parce qu'ils rebondissent depuis une quinzaine de jours de près de 30 points de base, les taux longs américains, ça aussi, ça peut être un argument pour que les traders ne se précipitent pas pour acheter du Bitcoin sur les niveaux actuels et attendre peut-être des creux vers les 40 000 pour à nouveau se repositionner. Très clair. Et pourquoi est-ce que ce matin, c'est l'Ethereum qui prend plus quasiment 10%? Est-ce que c'est en lien également aussi Oui. au projet, au dépôt de dossier d'un gestionnaire de fonds qui souhaite commercialiser un ETF en Ethereum, un ETF spot Ethereum? Oui, complètement, complètement. Je pense que c'est totalement lié à ça parce que c'est vrai que la légitimité au niveau des ETF, on l'aurait aussi sur Ethereum. Pourquoi à ce moment-là, ça crée un précédent en fait, quand la SEC valide l'émission d'ETF spot Bitcoin, il n'y a pas de raison du coup juridique, j'ai envie de dire, pour qu'elle s'oppose à l'émission d'ETF Ethereum. Peut-être pourquoi pas Solana, peut-être oui, d'autres. Après, je ne pense pas qu'il faille imaginer qu'on ait 200 ETF sur 200 cryptos différentes. Je pense quand même que le régulateur s'attache à regarder la concentration du marché. Il faut rappeler que c'est un marché qui est hyper concentré, le marché des cryptos. Quand vous
vous additionnez la capitalisation de marché de Ethereum et de Bitcoin, vous arrivez quasiment à 80% de la market cap. Donc c'est encore plus concentré finalement que des indices qui sont déjà concentrés, type Nasdaq ou autres. On a les 7 grosses valeurs, Apple ou autres, qui ont déjà une très grosse capitalisation de l'indice. Au niveau des cryptos, c'est encore plus concentré que ça. Donc il y a une légitimité à ce que Ethereum rentre là-dedans aussi, mais peut-être un, deux, trois ETF sur les deux, trois plus grosses cryptos et pas beaucoup plus probablement. Ok, très clair. Merci Alexandre pour vos explications, hein. C'est l'information qui est tombée cette nuit. Du coup, c'était important d'avoir votre analyse et votre vision. On va revenir sur les questions je dirais, d'un peu plus long terme, des questions plus prospectives, puisqu'on va réfléchir à l'exercice 2024. L'exercice 2024 qui est placé malgré tout, hein, sous le signe de la prudence, de l'incertitude, et ce à plusieurs niveaux que ce soit. Vous nous avez parlé de géopolitique, vous nous avez parlé de taux directeur, de taux souverain. Alexandre, quels sont les risques à surveiller pour 2024? Alors moi, je suis quand même pas fondamentalement très inquiet pour 2024, hein. Je pense, et c'est ce qu'on écrivait ensemble sur notre antenne, régulièrement, c'est que je pense que on est dans une phase de dégradation progressive du risque. C'est-à-dire que le risque majeur, massif, c'était 2020, hein. Ça avait été le Black Swan, ça a été le Covid. Et puis ensuite, on a eu des échos, des répliques à ce risque. La réplique 2022, la baisse des marchés en 2022, qui venait à la fois de la correction des excès post-Covid via la normalisation monétaire, plus des situations qui ont émergé, comme la guerre en Ukraine et puis les confinements en Chine. Alors ensuite, le marché est très fortement reparti sur une bonne partie de l'année 2023. Et puis là, corrigé à nouveau un peu à l'automne. On a vu, hein, une dizaine de pourcents que les marchés ont encore lâché. Mais on voit comme ça que les échos, si vous voulez, et les baisses répliquantes à la baisse de 2020 sont de plus en plus faibles. Donc l'idée, c'est que, et on voit déjà, la volatilité est tombée très bas à 12, 13, donc c'est déjà une forme de normalisation. Et je ne vois pas, si vous voulez, de risque massif réémerger cette année. Je vois plutôt, c'est un risque, alors, je ne sais pas si on peut qualifier ça de risque, mais une situation qui serait celle plutôt d'un marché qui a déjà beaucoup rebondi du coup, et qui peut-être sous-estime un petit peu le temps qu'il faudra encore pour arriver à l'objectif d'inflation de 2%, et donc qui a peut-être un peu surestimé ce marché, le nombre de baisses de taux de la part des banques centrales, à la fois la première date de baisse de taux, le marché est convaincu que ce sera mars, les membres de la Fed nous disent que ce sera, enfin, ne disent pas de date, mais ne donnent pas l'impression que ce sera certain, comme Bostic, par exemple. Lui, nous parle du troisième trimestre, par exemple, hein, pour les premières baisses de taux. Donc, il y a un gros décalage entre ce que le marché attend des baisses de taux, du calendrier des baisses de taux, et puis ce que les membres de la Fed nous disent jusqu'à présent. Donc, pour moi, le risque, il est surtout là-dessus, en fait. C'est le risque qu'à un moment donné, on soit peut-être allé un peu vite en besogne sur l'aspect obligataire, sur l'aspect valorisation des marchés actions, qui redevient un petit peu cher d'un point de vue des données, des moyennes historiques, 5 ans ou 10 ans. Donc, c'est plutôt qu'on ait un peu de consolidation, et que ce à quoi on a assisté finalement, vous voyez, à l'automne, le marché avait beaucoup rallié, puis il a relâché comme ça 10%, et puis il repart. Ce genre de mouvement, vous voyez, d'une amplitude moyenne de 10%, je pense que c'est le genre de risque que nous pourrions avoir cette année, mais pas plus que ça. Voilà, je ne vois pas ce qui pourrait vraiment déclencher de gros, gros replis sur les marchés, et je pense que le risque, il est plutôt haussier cette année que baissier. C'est une expression un peu curieuse, mais le risque il est quand même plutôt à la hausse, c'est-à-dire que les gros des stress sont quand même derrière nous. Euh, et je vois pas enfin, encore une fois, le Black Swan, par définition, on ne le voit pas arriver, mais sur les critères, que sur l'inflation, que sur la géopolitique ou autre, on a un marché qui est déjà bien imprégné de ça depuis déjà 2-3 ans, et ça n'empêche pas de venir chercher ces sommets. Donc, pour que ça se dégrade plus, il faudrait que la géopolitique aille encore plus loin, et espérons que ce ne soit pas le cas. Il faudrait que l'inflation reparte un peu vigoureusement. Je ne vois pas vraiment de critères pour ça. Je vois plutôt des risques d'inflation qui soient un peu, vous voyez, durs à détendre encore dans la partie cœur, dans la partie service. Et on aura des éléments de réponse cet après-midi, on verra à 14h30. Je vois plutôt ça, plutôt que vraiment un double boss d'inflation, vous voyez, où là, oui, le marché rebaisserait plus fortement. Mais si on regarde la géopolitique, si on regarde l'aspect monétaire, l'inflation, je ne vois pas vraiment d'éléments. Et puis, on voit aussi que le marché attend aussi des rebonds, hein, de bénéfices des entreprises. Certes, beaucoup moins fort qu'il ne le voyait à une époque. On attend là pour la saison résultat à peu près 1,3% de rebond des bénéfices aux États-Unis en données annuelles. Il y a 3 mois de cela, on attendait 8% de rebond des bénéfices sur la même période. Donc, on voit quand même que le marché révise un peu à la baisse ses prétentions par rapport à la saison de résultats qui va s'ouvrir vendredi aux États-Unis. Voilà, c'est un peu ça le genre de risque que l'on pourra avoir. C'est un marché qui est un peu cher. Il se paie quasiment 20 fois les bénéfices aux États-Unis, les bénéfices anticipés. Donc, si on pouvait retomber à des zones à 17 fois les bénéfices, ce serait quand même un peu plus confortable. Et qu'est-ce qui peut nous faire revenir là-dedans? Un peu de consolidation, des banques centrales qui ne se précipitent pas pour baisser les taux, des taux américains qui ont rebondi récemment et qui resteraient sur les niveaux actuels, voire rebondir un petit peu plus. Voilà le genre de choses qui pourraient nous attendre dans les mois qui viennent. Je dirais quand même plutôt un début d'année
pour moi, si on devait décrire l'année, c'est plutôt le début d'année qui serait un peu plus, entre guillemets, compliqué, où ça pourrait continuer à consolider. Et je vois plutôt un second semestre plus favorable, parce que j'ai quand même l'impression que les thématiques inflation, taux, banque centrale, il y a un peu d'incertitude par rapport à ça. C'est surtout un thème du premier semestre. Au deuxième semestre, il y a évidemment l'élection américaine, mais j'ai quand même l'impression que pour le marché, la grosse préoccupation toujours, en tout cas la grosse focalisation d'attention, c'est les niveaux de croissance et les politiques monétaires, plus que l'aspect politique à ce stade. Oui, on comprend bien en fait. En réalité, du coup, peut-être, pour résumer, est-ce qu'on pourrait dire que d'un côté, on a les responsables de la Réserve fédérale américaine qui anticipent globalement, c'était un peu le discours en fin d'année, 3 baisses de taux au cours de l'exercice 2024. On a le marché, là, en début d'année, c'était 7, maintenant ils sont ramenés à 6 baisses de taux. Est-ce que finalement, quand on trouvera un point d'équilibre entre perspective marché et discours banque centrale, eh bien là, on aura les éléments pour justement que le marché reprenne de l'allant et reparte vers l'avant. Du coup, est-ce que ce rapprochement de modélisation va prendre un semestre et globalement, au S2, début S2, les indices actions devraient repartir à la hausse? Alors moi, je pense pas que ça va prendre même pas un trimestre, hein. C'est-à-dire que l'écart est tellement élevé en ce moment entre ce que le marché anticipe, vous l'avez dit donc, hein, c'est une première baisse de taux au mois de mars et les probas actuellement, elles oscillent entre 65 et 70 de probas, donc selon les futurs Fed Funds, donc, hein, c'est pas au doigt mouillé que les probas sont faites, hein, on regarde les niveaux des futurs Fed Funds et on estime la probabilité de première baisse de taux, et actuellement le marché est positionné pour une première baisse, au mois de mars. Alors qu'on l'a dit à l'instant, certaines colombes de la Fed, on parle même pas des faucons, on parle bien des colombes, c'est-à-dire ceux qui sont habituellement plutôt accommodants, eh bien, même les colombes nous disent, le dernier en date, on en a parlé, hein, c'est Raphaël Bostic de la Fed de Boston, il parle du troisième trimestre. Hier, on est Williams. Alors Williams, il a pas donné trop d'éléments hier soir. Ça a été voilà, il dit qu'il y a encore du chemin à parcourir. Bon, le chemin, c'est quoi? C'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est 6 mois. Voilà, lui, il a été un peu plus vague. Mais avant cela, on avait eu d'autres membres de la Fed, type Goolsbee, par exemple, qui est vraiment, lui, la colombe absolue de la Fed, qui lui aussi disait que le marché était un peu trop en amont de ce que la Fed anticipait au niveau des baisses de taux. Donc, selon moi, ça va devoir converger, c'est-à-dire ce grand écart va devoir se restreindre courant du premier trimestre. Et qu'est-ce qui va le restreindre? Ce sont les données économiques, hein, c'est Oui, vraiment c'est les, ça. les data. Voilà, et la Fed nous dit, et nous aussi analystes, hein, on est 100% data dépendant parce que quand on voit les stats effectivement du dernier trimestre aux États-Unis et de décembre en particulier, elles sont plutôt résilientes, hein. Donc, si on a les mêmes stats encore en janvier puis un peu en février, il n'y a aucune raison que la Fed baisse ses taux au mois de mars. Si en revanche vous avez d'un seul coup là sur 4 semaines, un mauvais rapport sur l'emploi, un ISM qui bascule, ISM service qui bascule en dessous de 50, et puis des ventes de détail qui se tassent, et puis un consommateur qui a beaucoup moins confiance d'un coup, là, effectivement, on sentira la nécessité de pivoter un peu au mois de mars. Donc, c'est vraiment les données économiques, et c'est pour ça que les rendez-vous comme celui de 14h30 est primordial. C'est ça qui va déterminer la tendance du marché et qui va donc faire en sorte que ce grand écart d'anticipation entre le marché et la Fed retrouve un point de convergence. Devrait se réduire. Du coup, Alexandre, si je vous entends bien, est-ce que bien finalement, en pointillé, en sous-jacent, vous nous dites que les actions US et européennes, elles peuvent réitérer leur performance, leur bonne performance, leur performance surprise de 2023? Alors, je ne suis pas certain qu'on ait la même dynamique, en tout cas la même vitesse. C'est-à-dire que là, la performance de l'année, elle s'est faite surtout sur la fin d'année, hein. Quand on regarde pour les marchés européens et américains, c'est surtout sur le dernier trimestre que le rallye est explosif. Ça, je ne crois pas qu'on ait encore ça. C'est-à-dire que ça, c'était vraiment un peu l'effet de surprise. D'un seul coup, on voit que les statistiques américaines étaient déjà un peu plus faibles en octobre-novembre. Donc, les taux ont déjà beaucoup basculé à la baisse. Et puis, Powell a fait ce cadeau en décembre que personne n'attendait et qui a encore boosté les marchés. C'était quand même très, très vertical et la volatilité est quand même tombée très, très bas, hein. On est arrivé à des niveaux à moins de 12, hein, brièvement. On est remonté un peu à 13, 14 depuis, mais on est quand même tombé en dessous de 12 brièvement. Donc, c'est quand même une volatilité qui est très, très basse. Et selon moi, il y aura quelques répliques de volatilité. Pour moi, on ne peut pas rester de manière très continue comme ça, entre 10, 12, 13. Il va falloir qu'il y ait à un moment donné des petits épisodes de retour entre 15 et 20. Voilà, et c'est ça qui peut amener un peu de consolidation. Donc, oui, je pense qu'on peut avoir une année qui sera positive sur les marchés. Peut-être qu'on peut avoir des pertes entre 5 et 10% sur l'année, ça ne me paraît pas inconcevable par rapport aux fondamentaux, mais la seule chose qui me dérange encore un petit peu, et dont on a parlé, c'est que les multiples de valorisation, notamment côté US, ils sont assez chers. Et encore une fois, quand vous êtes entre 19 et 20 fois les bénéfices, c'est nettement au-dessus des moyennes 5 ans et 10 ans, si vous voulez. C'est le début des zones de cherté qu'on avait observé et qui à chaque fois ont déclenché des phases de correction, sauf post-Covid où on est monté à des 23 à 24 fois les bénéfices, mais là c'était de l'excès complet parce que les taux étaient négatifs, parce qu'il y avait une quantité astronomique de liquidités qui était déversée sur les marchés. C'est plutôt le cas aujourd'hui. Donc normalement, les excès qu'on a vus post-Covid ne peuvent pas revenir dans les conditions obligataires aujourd'hui et dans des conditions de restriction de bilan qui va se poursuivre d'ailleurs, hein. C'est ce que Williams de la Fed nous a expliqué hier, que les banques actuellement ne montraient aucun signal
signal de faiblesse sur la liquidité, qu'elle n'était pas rare cette liquidité, donc il n'y avait aucune raison que la Fed change sa restriction de bilan. Donc voilà, moi je trouverais un peu plus sain d'avoir des multiples de valorisation qui reviennent plutôt vers 17 fois les bénéfices anticipés. Et ça peut se passer comment? Soit ça se passe par une correction de marché, ce qui détend les multiples, soit ça arrive par de très bons résultats d'entreprise, où les cours restent à peu près stables, et il y a de très bons résultats qui arrivent ou de résultats en ligne avec les attentes, et à ce moment-là, mécaniquement, ça fait baisser vos multiples. Mais si on avait vous voyez, des cours qui montaient encore, que les bénéfices ne réaccélèrent pas fortement, là, vous auriez à nouveau des multiples qui iraient chercher 21, 22. Et ça, c'est pas très sain. C'est pas très sain parce qu'encore une fois, il y a de l'alternative aujourd'hui au marché action. Ce qui n'était pas le cas en Exactement. 2020 et 2021. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'alternatives, notamment sur les taux. Ils sont encore très consistants, ces taux. Les taux réels sont positifs. Donc, pourquoi avoir des multiples qui iraient encore beaucoup plus haut à très court terme? Bah, écoutez, Alexandre, vous avez entièrement raison, hein, puisque j'allais rebondir sur ce que vous dites, hein, c'est-à-dire vous dites que les grosses capis ont des multiples de valorisation assez élevés. S'il y a bien un secteur en bourse actuellement dont les multiples sont faibles, c'est celui des small et mid cap. Pour autant, alors deux questions en une, Alexandre. Est-ce que 2024 est l'année du retour des small et mid cap dans les portefeuilles des gérants et ce alors que, comme vous venez de le dire, tout à fait clairement, il y a d'autres actifs qui sont pourvoyeurs de rémunération bien plus importantes. Vous avez parlé des produits obligataires, c'est le cas. Du coup, est-ce que ça vaut le coup d'avoir de la small et mid cap dans son portefeuille alors qu'en parallèle de ça, je peux avoir des rendements quasiment aussi importants et moins risqués? Oui, ça vaut le coup et d'ailleurs, c'est un call qu'on avait fait ces derniers mois. On était assez optimistes, sur les small parce qu'elles étaient vraiment massacrées. C'est vraiment le terme, hein, en termes de valorisation. C'est des secteurs, si on regarde par exemple côté États-Unis, même en Europe aussi, mais si on regarde le Russell 2000 qui est vraiment l'indice des small caps aux États-Unis, il avait déjà sous-performé en 2021, là où les large caps montaient encore de manière très tendancielle, les small étaient très latérales et puis ensuite 2022 est arrivé où tout le monde a chuté et encore l'année dernière, là où les larges sont repartis, les small ont mis un temps fou, à part le rebond qu'on a eu en fin d'année, mais c'est tout. Donc, il y a vraiment une sous-perf depuis plus de 3 ans sur les small. Elles valent très peu cher. Elles ont déjà intégré beaucoup d'éléments de risque, de hausse de taux, de dollar qui est plus fort, de risque de récession aussi. Or, on voit que tous ces éléments ont fait un pas en arrière, hein. Les taux, même si moi je pense qu'ils vont devoir rester un peu élevés quelques temps, on est plus sur des niveaux, les niveaux qu'on avait encore il y a 6 mois sur les taux américains. Le dollar aussi a perdu du terrain. Euh, et c'est sûr que c'est des valeurs aussi un peu exportatrices, hein, les small. Donc, on regarde un peu le contexte mondial, la Chine, l'Europe. Alors, c'est sûr qu'en Europe, c'est pas génial. La Chine, c'est très moyen encore, mais il y a des petits signaux. Voilà, je peux pas dire de. En tout cas, ça a cessé de vraiment se dégrader. Ça s'est un petit peu stabilisé sur l'aspect un peu service. On voit que les mesures de soutien se multiplient, banque centrale, mesures économiques, mesures pour les particuliers ou autres. Donc, pour moi, les small ont déjà beaucoup anticipé de choses. Et même si la situation économique mondiale devait rester un peu faible cette année, avec un ralentissement économique qui se poursuivrait aux États-Unis et qui se maintiendrait aussi en Europe, comme ça intègre déjà beaucoup de risques et que c'est peu cher, je trouve que le risque d'être positionné dessus n'est pas forcément très élevé. Et s'il y a des creux, comme on le voit, tiens, depuis quelques jours, hein, ça a lâché 5-6%. Je pense qu'il y a plutôt des stratégies de buy the dip à appliquer, c'est-à-dire tout creux un peu prononcé sur les small. Je ne suis pas certain qu'on revoit le gros bottom, hein, qu'on a touché sur les 2-3 dernières années. Je pense que tout creux un peu prononcé est plutôt une bonne période pour essayer de rentrer parce que c'est à nouveau des points d'entrée intéressants. Mais le gros de l'aversion, le gros de la dégradation des multiples ou autres, pour moi, il est derrière nous sur les small. Donc, ouais, ça reste un pari. C'est pas un pari d'ailleurs, ça reste un positionnement intéressant sur des horizons de 12-18 mois, sans problème. Ouais, pour vous, c'est donc effectivement un positionnement intéressant et pas un pari, même si, alors ça date d'il y a 15 jours, hein, les principaux bureaux de recherche français positionnés sur les small et mid ont revu leurs perspectives de résultats 2023 et 2024 largement à la baisse, hein. Ça reste quand même, selon vous, un secteur solide, là. Enfin, solide. En tout cas, je dis solide, en tout cas intéressant. Oui, oui, intéressant, mais encore une fois, c'est parce que le marché a déjà anticipé beaucoup de choses. C'est-à-dire que même si aujourd'hui on voit qu'effectivement, regardez, on peut parler de la même chose pour les large caps, par exemple. On disait tout à l'heure qu'il y a fin septembre, le marché pensait qu'il y aurait 8% de rebond des bénéfices sur le SP500, là au quatrième trimestre. Désormais, les mêmes analystes pensent qu'il y aura seulement 1,3% de rebond. Vous voyez, donc, et ça peut empêcher les large caps de marquer quasiment à nouveau des records, même d'en marquer récemment. Donc, pour les small, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que c'est la stabilisation que vous aviez en 2021, puis la chute 2022 et la sous-perf 2023 par rapport aux autres, et était le signe de tout ça. C'était ce signe qu'on n'attendait pas de miracle des small. Donc, qu'à un moment donné, les analystes se soient dit, bon, ça va rebondir un peu, puis finalement, les anticipations étaient un peu optimistes, on va les redégrader un peu. C'est dans ce moule de ce qu'on voit depuis 3 ans. Donc,
faut-il s'en inquiéter plus que ça? Non. Imaginer que ça ait pu performer un peu plus au niveau des résultats, oui, et puis se dire: «Bah, non, finalement, on a été un peu trop optimiste, et on dégrade». Pour moi, c'est déjà intégré, en fait, dans les cours qu'on a depuis 2 à 3 ans, voilà. Ok, Pour vraiment que les ok. small retouchent leur plus bas et aillent plus bas, il faudrait vraiment qu'on tape dans la récession. Il faut vraiment que les banques centrales fassent des erreurs, en fait, hein. Mhm. Actuellement, elles pilotent quand même plutôt pas mal les anticipations. Donc, voilà, moi, je vois pas les banques centrales trop se tromper sur leur atterrissage. Mais on va peut-être avoir une période de petite contraction de l'économie américaine, c'est tout à fait possible. Récession, ça on verra, mais peut-être un trimestre ou 2 de contraction, c'est quand même possible. Mais je ne vois pas, encore une fois, pourquoi on vendrait plus que ça, parce que à un moment donné, il y aura quand même le pivot, hein, les taux vont baisser, et cetera. L'Europe va faire aussi un peu de relance à un moment donné quand, l'économie aura peut-être un petit peu trop ralenti. Pour l'instant, la BCE reste un peu rigide dans ses positions, mais, c'est une position qui ne tiendra pas horizon quelques mois. Voilà, je suis pas inquiet, voilà, clairement. Et graphiquement aussi, on parle d'analyse technique beaucoup sur votre antenne, l'analyse technique aussi est plutôt favorable au small, sur les dernières années. Ok, bah écoutez, on suivra ça effectivement avec une grande attention. On va poursuivre votre interview, Alexandre, avec la paire euro-dollar. Alors, la paire euro-dollar, pendant 2023, a été placée sous le signe de l'inflation, hein. C'est les différentes publications sur l'inflation qui ont drivé principalement cette paire de devises. 2024, donc on a compris que la croissance était un thème qu'il faudra surveiller. Est-ce qu'il y a un autre thème? Est-ce que l'inflation, la désinflation, est un thème également qui pourrait faire bouger la paire euro-dollar en 2024? Oui, oui, d'ailleurs, c'est un peu le thème qu'on a finalement depuis quelques mois. D'ailleurs, c'est le pari qu'on avait fait avec vous, hein, enfin le pari, j'aime pas ce terme, c'est l'anticipation qu'on avait faite avec vous, hein, sur votre antenne, un peu avant les vacances. Qui s'est De dire avéré être juste dans les 10 jours, hein. Bravo, Alexandre, hein. ouais, mais ce qui est vrai, c'est que on le pensait moins rapide quand même, hein, pour être honnête. Moi, je visais un 10, mais je pensais que ça m'a peut-être mis 2-3 mois à le faire, et ça l'a fait effectivement en 2-3 semaines. Mais parce que l'anticipation que nous avions c'était celle d'un marché, vous l'avez dit, marché d'échange, qui allait rester très focalisé sur les questions de taux, d'inflation ou autre. Et donc les signaux qu'on a eu effectivement, c'était plutôt les signaux de ralentissement de l'inflation au T3, au T4 pardon, détente des taux américains. Et ça, on avait dit voilà, on voyait pas de situation il y a 3 mois pour que les taux aillent plus haut. Par contre, qui reste un peu stable, et cetera, avant, hein, que l'inflation demande des signaux plus forts, et cetera. Donc ça, oui. Mais donc, c'est ça le pari, c'est de dire on ne voyait pas de raison fondamentale pour que le dollar soit à nouveau très fortement acheté et que l'euro soit très fortement vendu. Et je vois toujours cet argument-là aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense que le futur, les 6-12 prochains mois, c'est une inflation qui sera plus basse en Europe et aux États-Unis, qu'elle l'est aujourd'hui. Le gros driver quand même de la paire euro-dollar, c'est quand même souvent le dollar. Donc, voilà, si l'inflation est plus basse dans 6 ou 12 mois, que les taux de la Fed ont commencé à baisser une fois, deux fois, trois fois, peut-être un peu plus, ben, il n'y a pas de raison que mécaniquement que le dollar s'apprécie. Et si en plus on a un petit peu de stabilisation de l'économie chinoise et un petit peu de stabilisation de l'économie européenne aussi, ce qui me semble être un peu le pari, peut-être plutôt pour le second semestre, c'est plutôt un élément. Voilà. Après, c'est les facteurs de croissance, en fait, notamment, je pense un peu en Europe et par rapport à la Chine aussi, qui feront la tendance un peu sur la paire euro-dollar. L'aspect taux, etc., va progressivement décroître parce que c'était le très très gros thème des 12-24 derniers mois. Le gros du chemin a été quand même réalisé. Il reste le dernier kilomètre qu'il ne faut pas minorer, hein, mais voilà, qui va être fait dans les mois qui arrivent. Donc, le thème taux, banque centrale va perdre un peu en puissance, je pense, sur la paire euro-dollar. Et après, c'est plutôt le thème croissance qui devrait reprendre un peu plus. Et du coup, on pourrait imaginer pourquoi pas une économie américaine qui ralentisse un petit peu, ce qui ferait faiblir un peu le dollar. Et puis, en parallèle de ça, peut-être une économie chinoise sous l'aspect sphère manufacturière. Et puis, un peu en Europe aussi, qu'une Allemagne qui commencera à se stabiliser un peu sur la partie manufacturière. Et ça pourrait, voilà, je ne dis pas lifter fortement l'eurodoll, mais en tout cas l'empêcher de retomber. Donc, le range encore, oui, entre 0,5 et 1,10, on peut rester un peu, ce sera plutôt sain. Mais après, je vois plutôt une sortie, par contre, 1,10, 1,15. Hein, si on parle d'un horizon 6-12 mois, je vois plutôt l'eurodoll dans les zones de 1,15 qu'un eurodoll dans la zone des 1,05 ou à la parité. Ok, très clair. On va parler maintenant, Alexandre, avec vous de la trajectoire des taux souverains en 2024. On a bien compris, hein, tout le monde a bien compris que les principales banques centrales, Fed et BCE, devraient effectuer leur pivot au cours de l'exercice 2024. Du coup, par la force des choses, on sait que le taux à 2 ans est le plus sensible à l'évolution des taux directeurs. Du coup, par la force des choses, est-ce que l'inversion de la courbe des taux à laquelle on assiste depuis plusieurs mois, eh bien, pourrait s'inverser? Est-ce qu'on pourrait assister à une désinversion de la courbe des taux, Alexandre, en Oui, 2024? on a même déjà un petit peu commencé, hein, c'était assez léger, mais on a quand même eu une petite repentification de la courbe de taux, c'est-à-dire, hein, des taux courts qui ont un tout petit peu baissé, des taux longs aussi qui ont baissé, mais à un moment donné, les taux courts ont baissé un peu plus vite, ce qui a un petit peu repentifié. Mais on est toujours en négatif par contre, hein, la pente de taux, enfin, la courbe de taux est toujours inversée. Mais oui, je pense que le thème, vous avez 100%
100% raison là-dessus. Le thème de cette année, ce sera probablement la repentification de la courbe de taux et elle sera catalysée par le pivot des banques centrales. Et plus les banques centrales baisseront leurs taux, plus cette repentification sera rapide. Après, la question qu'on doit poser en parallèle de ça, c'est est-ce que la repentification, est-ce qu'on aura une repentification qui sera négative marché, comme celle qu'on avait eue lors de la crise des subprimes ou de la bulle Internet. C'est finalement dans la phase de repentification, quand les banques centrales ont commencé à baisser fortement les taux, que les marchés actions avaient chuté la dernière fois. Moi, je pense que ce sera un petit peu différent cette fois-ci, parce que justement, le gros de la baisse des marchés, on l'a eu surtout en 2022, en fait, hein, quand les banques centrales ont commencé à taper fort, etc. C'est là que le marché a déjà anticipé une bonne partie de l'effet des hausses de taux sur les économies ou autres. Il avait beaucoup anticipé ça. Après, on a vu qu'il n'y a pas de récession aux États-Unis, que les économies étaient plutôt résilientes, donc les marchés se sont redressés. Vous voyez, donc je ne vois pas maintenant que justement l'inflation est quand même un peu plus sous contrôle, que les économies, même si la zone euro est assez faible, hein, mais c'est pas, on ne tape pas dans une récession forte, on a un taux de chômage qui est encore très très bas ou autre, donc c'est pas de la grosse récession qu'on a non plus en zone euro, donc je ne vois pas pourquoi la baisse des taux des banques centrales catalyserait un mouvement de repli des actions. Vous voyez, ça, on aurait ça si vraiment l'économie américaine plongeait dans une récession assez violente, vous voyez, que l'Europe aussi, que la Chine subissait des faillites immobilières, et là oui, vous aurez une repentification qui serait négative marché, mais je trouve que la situation est quand même différente des fois précédentes parce que justement cette fois-ci, contrairement à la période bulle Internet ou crise des subprimes, vous avez eu un choc de marché qui est intervenu avant, qui est intervenu par anticipation. C'était en 2022, en anticipation de toutes les hausses de taux qui allaient arriver. Et donc on anticipait déjà de la récession en 2022, qu'on n'a pas vu arriver du coup, ou en tout cas seulement très légèrement pour l'Europe en 2023, sur la fin d'année. Voilà, donc il n'y a pas d'argument à ce stade pour que le marché dévisse fortement quand les banques centrales baisseront les taux. Voilà, pour moi, c'est très différent des subprimes et de la bulle Internet. C'est plutôt un schéma à la 1990, voilà, où il y a eu un petit peu de baisse après le stress obligatoire de 87, et après le marché s'est repris. Et finalement, la repentification de la courbe de taux à l'époque, c'était faite avec une hausse des marchés actions en parallèle. Je pense qu'on aura plutôt ça cette fois-ci. Ok, très clair. Alexandre, merci beaucoup pour toutes vos explications. On va finir votre intervention avec le pétrole et le gaz. Le pétrole, alors, j'ai l'impression, moi perso, c'est vraiment une impression toute personnelle, mais que la géopolitique influe très peu finalement actuellement sur l'évolution des cours du pétrole, mais que c'est principalement les thèmes de la croissance qui sont au cœur de l'évolution et de la volatilité sur le marché pétrolier. Est-ce que, déjà, est-ce que j'ai raison, Alexandre? Est-ce que vous partagez cette vision-là? Et quels vont être les drivers sur le marché du pétrole quand certains annoncent un Brent à 85 $ pour juin, est-ce que vous, pareil, c'est des anticipations que vous validez? Alors, je partage votre avis, oui, tout à fait. Je pense que c'est ce qu'on a vu d'ailleurs. On l'a vu, c'est pas qu'on considère que c'est comme ça parce qu'on le pense, c'est que c'est que le marché nous a montré que après l'émergence des gros stress géopolitiques en 2023, la crise au Proche-Orient notamment, il n'y a pas eu de réaction longue du marché et c'est retombé assez rapidement derrière, malgré une situation qui ne s'améliore pas pour l'instant au Proche-Orient. Donc, oui, c'est que le marché a quand même une focalisation toujours un peu sur la Chine. On voit les actifs chinois sont toujours assez sous pression, etc. Donc, on voit que l'Arabie Saoudite a baissé ses prix de vente à la Chine notamment sur la partie pétrole. Donc, on voit bien que les questions de la demande de pétrole, même si elle est toujours croissante, cette demande de pétrole au niveau mondial, il y a quand même des interrogations sur la dynamique de fond de la demande de pétrole. Donc ça, oui, ça a pesé. Et puis ne pas oublier un facteur aussi très important, c'est que les États-Unis ont dépassé leur niveau de production d'avant Covid. Ils sont revenus à plus de 13 millions de barils le jour. Et ils redeviennent les plus gros producteurs de pétrole au monde aujourd'hui. Et ils ont, je ne dis pas complètement compensé, mais ils ont fortement compensé les coupes de production de l'OPEP+, donc Arabie Saoudite, Russie ou autres. Donc dans un contexte, effectivement, l'économie mondiale est un peu plus faible et où les États-Unis produisent beaucoup, malgré un nombre de forages d'activité qui a pas mal baissé aux États-Unis, ils ont un très bon rendement en fait, c'est plus de pétrole américain et voilà, c'est ça qui est présent dans ce marché pétrolier. Donc voilà, je pense que c'est le 85, peut-être un peu agressif quand même parce que j'imagine quand même que l'économie américaine va ralentir quand même hein, dans le premier semestre qui arrive. Pas forcément contraction ou autre, mais je pense que ça va quand même ralentir parce que la Fed a besoin de ça aussi pour ramener son inflation à 2%. Donc, il n'y a pas normalement de rebond très très fort des cours à attendre. Ce qui ferait vraiment rebondir les cours, ne le souhaitons pas, mais ce serait vraiment une géopolitique qui se durcit d'un seul coup avec des choses qu'on n'a pas vu arriver. Et là, oui, il y aura malheureusement un effet sur le gaz et probablement et le pétrole. Ou alors, l'autre facteur qui serait plus positif pour tout le monde, c'est que la Chine se stabilise et montre enfin des signaux de reprise vraiment tractés, vous voyez, avec rebond de l'activité dans le secteur manufacturier, dans les services, avec, vous voyez, vraiment d'un seul coup des indicateurs de consommation qui s'améliorent, des moteurs export qui soient plus dynamiques. Et là, vous auriez effectivement un rebond du pétrole, mais qui serait risk-on, qui serait porteur
facteur pour les marchés actions parce que voilà, ce serait lié à une dynamique de reprise de la Chine. Voilà, donc, mais ça non plus, j'y crois pas trop. Je ne vois pas dans les 6 prochains mois la Chine repartir plein pot. Donc, je ne vois pas non plus de facteur pour aller en dessous de 70 durablement. Moi, je pense que la zone actuelle, elle est plutôt pas mal. Moi, j'aurais bien une espèce de range 70-80. Pourquoi pas un peu de stress, passer en dessous de 70 s'il y a des stats macro un peu moins bonnes, ce genre de choses. Mais je pense que toute incursion sous 70 serait plutôt à acheter, vous voyez, en stratégie moyen terme. Je ne vois pas après une cohérence pour avoir un pétrole trop peu cher. Ça bride les investissements dans le renouvelable. Ça n'intéresse personne, évidemment pas les pays producteurs au Moyen-Orient, mais même les États-Unis ne seraient pas forcément d'accord pour leurs propres producteurs d'avoir un pétrole qui tombe complètement. Donc, j'ai l'impression que voilà, cette zone 70-80, c'est une zone dans laquelle on peut rester quelques temps au cours du premier semestre, qui sera assez cohérente avec la macro d'un côté, les flux de production, les coupes des autres et des uns et des autres. Voilà, plutôt un range 70-80, pas forcément trop au-delà. Et quid du GNL, du coup, Alexandre? Ben, ça, on a un hiver, là maintenant ça devient un peu plus froid, on voit qu'aux États-Unis il y a une vague de froid, on voit qu'en Europe aussi on est un peu plus dans le froid, et on voit d'ailleurs que les cours du gaz naturel sont en train de repartir un peu aux États-Unis, on est repassé au-dessus des 3 $. Il y a quand même eu des effets de stockage qui ont été très très importants, forcément, les économies s'adaptent à la situation géopolitique Russie-Ukraine, donc il y a quand même des stocks qui restent importants. Il y a aussi le renouvelable qui a beaucoup contribué finalement à ne pas faire grimper les niveaux de gaz ou autres, parce qu'il y a eu pas mal de vent ces derniers mois, donc ça a fait aussi pas mal tourner l'éolien, le solaire aussi a contribué. Donc on voit qu'il n'y a pas de grosses. Moi, aujourd'hui, je ne vois pas encore une fois de facteurs de tension. Les seules choses qui pourraient faire à court terme monter le gaz, c'est plutôt le facteur climatique. Voilà, un froid qui persisterait en Europe et aux États-Unis, mais je ne vois pas ça arriver par la géopolitique ou par des problèmes de stockage ou autre, parce que les stocks en Europe restent bien pleins quand même. Voilà, j'ai pas de stress sur la partie énergie envisageable dans les prochains mois, si ce n'est des éléments climatiques qui pourraient faire monter un peu ces éléments-là, mais pas tellement liés à la géopolitique. Ok, très clair. Bah, écoutez, Alexandre Baradez, merci beaucoup pour Avec votre plaisir. temps, vos analyses, et puis bah ouais, votre œil sur tous les sujets qu'on vient d'aborder. Je vous souhaite encore une très bonne année 2024, Alexandre, et j'espère vous revoir très Également, bientôt toute l'équipe. sur Téléfinance. Merci beaucoup, Alexandre. Nous, on Merci marque Antoine, à une bientôt. rapide courte page de publicité. On se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de cette édition du 11 janvier 2024. À tout de suite sur Téléfinance.